Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez les podcasts Human Coders. Dans chaque épisode, j'invite un ou une développeuse pour parler de techno, de pratiques de développement ou bien tout simplement de sujets en lien avec l'informatique. Au programme également des parcours de dev qui j'espère vous inspireront. Si je vous dis digital nomade, vous pensez cocotier, les pieds dans l'eau? C'est un mouvement qui j'ai l'impression prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années, et ça tombe bien car je suis aujourd'hui avec Vincent Agnano pour en parler. Alors dans cet épisode, il nous explique ce qui l'a mené un jour à prendre son sac et son ordi pour partir explorer d'autres pays tout en restant salarié de sa boîte. Et puis on a aussi parlé de tout ce que cette expérience lui a apporté d'un point de vue personnel et comment elle est venue challenger son mode de vie. Bonjour Vincent. Bonjour Ludwine. Alors ma première question, ça va être assez simple, c'est est-ce que tu pourrais te présenter en quelques lignes? Vincent, donc je suis développeur web depuis 2004, donc ça fait 15 ans. J'ai commencé comme indépendant pendant 10 ans à peu près, jusqu'à 2012, donc pendant 8 ans, et depuis 6 ans je suis salarié, et depuis 5 bonnes années maintenant, je suis travailleur itinérant, donc je voyage avec mon ordinateur et mon sac à dos qui m'accompagnent. Et justement, c'est quoi qui t'a poussé à changer ton mode de vie? Il y a pas mal de choses. C'est que ça faisait 5 ans que j'habitais sur Montpellier. C'est une ville idyllique, mais pour moi c'était déjà une prouesse de rester 5 ans sédentaire à un endroit. Avant de faire ce métier-là, je travaillais dans le tourisme, donc c'est vrai que j'avais l'habitude à mon autre jeunesse de voyager beaucoup, et je me suis aperçu que c'est quelque chose qui me manquait, et que la vie qui était en train de se dessiner et que j'avais à Montpellier, qui était extrêmement agréable, extrêmement confortable, était un peu trop confortable pour moi, et du coup ça me donnait un côté désagréable via la routine. Pour compléter cette question-là, en réalité, ce qui s'est posé, en fait, c'est que je faisais un peu des cours de coaching. Et en fait, il y a une question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années qui est vraiment une profonde satisfaction pour vous? Et je me suis dit, c'était que j'habitais au Moyen-Orient à ce moment-là. Et c'est sur ces 10 dernières années, c'était un peu ce que j'avais de vraiment marquant. Mhm. On avait ouvert une coopérative, j'avais emménagé sur Montpellier, il y avait quelque chose qui était sympa, mais pas de grande satisfaction dans la vie. Et en fait, je me suis aperçu que ça faisait pas 10 ans, mais ça faisait 11 ans, donc je pouvais même pas l'écrire dans ma liste. Donc ma liste était à peu près vide. Et la question suivante, c'était, et les 10 prochaines années, qu'est-ce qui va vous apporter pleine satisfaction? Et là, je me suis rendu compte que j'étais un peu sur l'autoroute du confort, et que voilà, si je changeais pas les choses, elles changeront pas pour moi. Et il y avait plein de freins, évidemment, qui faisaient que ça soit pas possible, parce qu'on a toujours de bonnes raisons et des raisons valables pour ne pas changer. Mais bon, j'ai décidé que ces raisons valables, au final, n'étaient pas si valables que ça, donc je l'ai fait. Et comment, dans la pratique, ça s'est passé? Parce que bon, tu parlais des freins, donc je sais pas si tu veux en mentionner quelques-uns ou pas. Est-ce que tu as pris la décision très vite? Est-ce que ça s'est pris en quelques mois? Enfin, comment tu t'y es pris finalement pour réellement te lancer? Alors ça s'est pas passé très vite, c'était une frustration qui s'est emmagasinée et que j'avais du mal un peu à identifier. J'avais le sport, les activités de loisirs, les amis, etc. Donc d'une manière générale, ça va bien. Et pourtant, au fond, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais j'arrivais pas trop à mettre le doigt dessus. J'avais un peu envie de voyager, mais les freins, c'était que, par exemple, j'avais mon appartement avec, j'avais pas beaucoup de possessions déjà à l'époque, mais malgré tout, on a toujours des choses auxquelles on tient un peu, et c'est pas possible de s'en débarrasser. Et si je quittais cet appartement, j'avais un bon loyer et j'avais un salaire plutôt léger. Du coup, c'était pas possible non plus de refaire marche arrière et de retrouver un appartement à Montpellier. Et puis, par rapport aux collègues et par rapport à la boîte qu'on était en train de lancer, c'était pas possible non plus de lâcher les gens et tout faire à distance. Alors à distance, à un quart d'heure du bureau, comme c'était mon cas à l'époque, ça allait. Mais à distance, à 6 heures d'avion, j'imaginais que c'était pas possible. Et en fait, tout ça, c'était des freins imaginaires, hein, puisque quitter un appartement, c'est facile en fait. C'est facile sur plein d'aspects et c'est léger. Parler aux collègues et voir comment est-ce qu'on va réussir à arranger pour s'organiser dans le travail, c'est possible aussi.
Ça demande à rejouer un petit peu des pièces du puzzle, mais ça marche. Parce que là, en fait, tu as gardé en fait le même job, c'est ça? J'ai gardé le même job, mais j'ai effectivement quitté l'appartement, la voiture, les biens matériels. Mais le boulot reste le même. Oui. D'accord, donc tu as réussi à négocier quelque chose. Alors, j'ai pas négocié quelque chose, j'en ai simplement parlé ouvertement aux autres. Donc, il y a pas eu de négociation dans le sens où je tire pas sur une corde dans un sens et où les autres essayent de tirer dans l'autre et où chacun va mettre de l'eau dans son vin. C'était vraiment faire part d'une frustration, d'un souhait, d'une expérience sur quelque chose dont on n'avait pas de nom parce que le terme digital nomade on n'en avait jamais entendu parler à cette époque-là. C'était une notion que j'avais pas du tout. C'était une époque où Airbnb était en train de commencer à se lancer, où j'avais des coachs surfeurs et ouais, c'était un petit peu un mélange de différentes notions. Et cette idée, elle t'a pas semblé un peu folle à l'époque? Justement, tu dis, il y avait pas encore forcément le terme digital nomade. C'était, enfin, ça venait d'une envie que toi tu avais, mais tu t'es pas dit, mais c'est quand même un peu fou de vouloir aller partir à l'autre bout du monde avec mon ordinateur, d'essayer de continuer à faire le même boulot. Alors c'était pas si fou que ça dans le sens où en fait ça pouvait avoir du sens dans la mesure où par exemple j'étais allé rendre visite à ma sœur qui habite en Colombie et en fait un de nos clients c'était Mozilla qui se trouve en Californie Mhm. et du coup je me retrouvais presque sur la même time zone Ouais. et du coup, bah, ça facilitait certains échanges. Donc c'était un peu logique pour cette partie-là. Et j'ai vu que c'était faisable et je me suis dit tiens, mais en fait, ce voyage qui était plutôt agréable, je pourrais le répéter. Du coup, c'était pas quelque chose qui semblait si fou que ça non plus au niveau travail. C'était quelque chose qui semblait beaucoup plus décalé au niveau mode de vie. Et c'était renoncer effectivement à beaucoup de matériel. Enfin, beaucoup de matériel. C'était renoncer au matériel. Oui. Alors justement, dans la pratique, comment t'es parti? T'es parti, je sais pas, avec un sac? Enfin, comment t'as pris la décision? Et est-ce que tu t'es dit, tiens, je pars pendant un an? Enfin, est-ce que tu avais des dates en tête? Alors j'avais pas de date parce que j'avais pas trop d'idées sur comment ça pouvait se passer, ce qui allait se passer. D'abord j'avais beaucoup de peurs, des peurs qui effectivement se traduisaient avec ces impossibilités, ces excuses à ne pas pouvoir le faire. Du coup j'y suis allé progressivement. J'ai d'abord découvert Airbnb, je suis parti un week-end, un week-end un peu prolongé à Palerme, Mhm. en Sicile. J'ai vu que ça s'était bien passé. Ensuite, je suis retourné une semaine et demie qui sont devenues 2 semaines et demie à Rome, qui s'est plus que bien passé. Donc en attendant, j'avais toujours mon appartement à Montpellier. Je revenais, je louais en Airbnb et je mettais mon appartement en location en Airbnb. Ça me permettait aussi, avec un salaire plutôt léger, on était au SMIC hein, en fait à ce moment-là, puisque la boîte démarre. Et du coup, ça permettait de voyager parce que ça a un coût qui est pas très élevé, mais je peux pas et payer mon loyer et payer les voyages. Du coup, ouais, je commençais à faire des voyages comme ça, par-ci par-là, ce qui a duré plusieurs mois. On me demandait combien de temps tu vas faire ça. Alors comme souvent, ça paraît loufoque si on dit je sais pas. Bah, du coup, je répondais 4 mois. Je répondais 4 mois. Au bout de 4 mois, bah, je disais 4 mois. Et je reconduisais comme ça. Au moins, et ça rassurait plus les gens à l'extérieur de savoir qu'il y avait un début et une fin. D'ailleurs, est-ce que ça a fait partie peut-être de freins, le regard peut-être des autres ou les commentaires des autres par rapport à ta décision? Alors, par rapport à ma personnalité, pas trop, parce que c'est vrai que j'aime bien tester des nouveautés et que les gens me connaissent un petit peu pour ça. Ça les amuse quand je leur raconte que je fais ceci ou cela. Donc c'était pas trop dans les freins. Après j'écoute quand même les gens sur ce qu'ils voient qui peut être dangereux, ce qu'ils voient qui peut être à surveiller, à vérifier. Donc je garde quand même une oreille ouverte et du coup je vais expérimenter un petit peu ce qu'ils me disent D'accord. et l'éprouver. Ça a pas trop fait partie des freins. Au contraire, ça a plus fait partie un peu des challenges. Et du coup, donc tu as fait ça pendant plusieurs mois, donc des tests. Tu as vérifié en fait que ça te plaisait, que c'était peut-être réalisable? Voilà, en fait, ça a duré 9 mois où j'avais mon appartement que je mettais régulièrement en Airbnb et quand il était loué, eh ben, je partais. Donc ça, c'était quelques semaines par mois. Ça a été même jusqu'à une période d'un mois et demi le premier été où j'en ai profité pour aller aux États-Unis à ce moment-là. Et en fait, au bout de 9 mois, je me suis aperçu que j'en avais marre de faire ces allers-retours et que quand je rentrais à l'appartement
à l'appartement à Montpellier, bah ça me stimulait pas, j'avais juste envie de repartir. Donc il y a un moment où un de mes collègues a dit ah je cherche un autre appartement. Je dis ah ben mon appartement est à louer, donc il me dit bah quand est-ce que c'est dispo? Je dis quand tu veux, la semaine prochaine. Ok. Et on a raccroché et je me suis dit zut, il faut que je me débarrasse de tout et j'ai une semaine maintenant. Donc le Bon Coin était mon ami, les amis ont été mes amis pour filer les trucs qui les intéressaient. Laisser les clés, les rendre à l'agence, c'est un gros soulagement quand j'ai passé la porte avec un sac à dos et un billet aller simple. Alors pour où le billet? Pour cette fois-là, c'était Rome encore. Bon là, on a parlé de comment en fait t'es arrivé à faire ce choix. Donc tu me disais que t'as fait ça pendant à peu près 5 ans. Je sais pas si je suis digital nomade, mais j'ai beaucoup voyagé aussi ces dernières années et j'ai travaillé en même temps. Et moi, j'ai découvert la notion de digital nomade en 2015-2016. Et en fait, en nous rencontrant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément toujours facile de bien équilibrer, tu vois, ces moments de travail avec les moments où tu profites du pays. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus et si toi, tu as réussi à trouver un équilibre. Alors ben, déjà la première chose, c'est sur ce qu'on détermine à quel niveau est-ce qu'on est digital nomade. Est-ce que c'est être digital nomade? Est-ce que c'est un mode de vie? Est-ce que c'est télétravailler de quelque part? J'ai l'impression qu'il y a différents degrés. Il y a Mhm. des personnes qui vont aller dans un coworking. Est-ce que c'est des digital nomades? Est-ce que s'ils partent une semaine en vacances et ils reviennent après chez eux, c'est un digital nomade? Est-ce que c'est le fait de partir en aller simple et de plus avoir de possession qu'on est en digital nomade et en même temps sans domicile fixe? Donc cette partie-là, c'est déjà une chose qui va faire que on va plus ou moins réussir à s'organiser dans son quotidien. Parce que si on part une semaine à un endroit et qu'on essaye de travailler en même temps, bah c'est difficile puisqu'on est attiré beaucoup par les choses à visiter. On se dit mais je suis là qu'une semaine, j'ai intérêt d'en profiter. Je vais pas rester cloué derrière un écran. Et du coup, le regard que j'en ai, c'est je suis pas en voyage quand je pars, je suis chez moi quand je pars. Et du coup, ça change complètement la perspective, puisque oui, il y a plein de choses que je vais pas voir, mais c'est pas grave, je suis pas là pour faire du tourisme. Je suis là pour vivre enfin pour vivre mon quotidien et pour travailler, donc comme toutes les personnes qui sont là. Du coup, je suis un peu un local. Et du coup, la plupart des locaux, bah, ils vont pas voir les sites touristiques. On sait toujours qu'autour de nous, il y a des touristes ou des amis qui, quand ils viennent nous rendre visite, bah, ils vont visiter des trucs que nous, on n'est jamais même allé voir. Et là, c'est un peu la même perspective, c'est de dire, bah, j'arrive à Rome ou j'arrive à Montréal ou j'arrive à Toulouse. Et bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais me lever, je vais travailler le matin, je vais sortir pour aller manger quelque part le midi. Je vais me remettre un petit peu à bosser l'après-midi. Parfois, ce sera le soir et pas l'après-midi. Parfois, ce sera le samedi, dimanche et pas le jeudi et mardi. Mais en tout cas, ce dont je vais profiter, c'est exactement comme si j'étais chez moi. Ben, c'est du temps de midi, c'est de la fin de journée, c'est du week-end, avec parfois des exceptions, où l'après-midi, le matin, je vais prendre une journée. Mais du coup, au niveau organisation, ben, c'est de réussir à faire comme si on était à la maison. Donc, on est là pour bosser, pour vivre. Et l'objectif, c'est pas de faire du tourisme. Ça fait partie du truc, mais ça va être le soir, le week-end ou à des moments de pause. Est-ce que tu t'imposes de rester un certain nombre de temps dans les pays dans lesquels tu vas? Changer par exemple toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça peut être très compliqué, c'est très fatigant, il faut se réadapter en permanence. Quelle est ton expérience avec ça? Alors mon expérience, c'est des voyages entre 3 jours et 3 semaines. J'ai jamais vraiment réussi à étaler plus, et à chaque fois c'est pour diverses raisons. Et je pense que c'est pas le bon rythme. Je sais pas si je pourrais rester 3 mois à un même endroit, mais effectivement, je m'aperçois qu'en restant un mois à un endroit, il y a une petite routine qui s'installe, mais qui est agréable Mhm. et qui me semble saine. Probablement que 2 mois, ça amène quelque chose d'un peu plus marqué, et 3 mois, c'est peut-être aussi un bon rythme. Je l'ai pas expérimenté. En tout cas, je sais que faire du 3 jours à 3 semaines, c'est pas nécessairement un bon rythme. Donc même si c'est ce que je fais, faites ce que je vous dis de faire et pas ce que je fais. Oui, après c'est à chacun peut-être de trouver son rythme, mais c'est vrai que pour le coup au début je bougeais beaucoup comme toi.
Et je me suis rendu compte que c'était quand même assez fatigant et j'avais beaucoup aimé quand j'étais restée un mois au même endroit. Parce que justement, tu avais ta petite routine, tu avais peut-être le petit restaurant, le petit café, l'endroit en fait où tu aimes bien retourner. Et ça, c'est quand même agréable. Tu te sens quand même chez toi en fait. Et ça développe aussi des interactions Oui, humaines, où on rencontre un peu plus des oui, personnes. exactement, oui. Justement sur les interactions humaines, je sais pas toi si t'as besoin de rencontrer beaucoup de gens, mais quand on voyage, quand on bouge beaucoup, ça peut être difficile des fois de nouer des relations. On peut des fois être un peu seul. Est-ce que ça a été ton cas et qu'est-ce que tu as mis en place pour rencontrer des gens? Alors oui, ça a été mon cas, c'est un des points qui est qualifiable d'un peu difficile. Alors les choses que j'ai mises en place, c'est premièrement de l'accepter. Donc il y a des moments en fait où ça rend vraiment triste, ça peut durer quelques jours. Mhm. Et en fait au début c'était un peu angoissant. Et après c'était au contraire rassurant parce que ça questionne sur les fonctionnements personnels. Ça permet en fait de se comprendre, chose dont on a peu l'occasion quand on est dans une ville, puisqu'on a toujours des gens autour de nous pour combler les vides. Et là, en fait, on se retrouve face un petit peu à ces vides, qui étaient un peu attendus et ce qui a été vécu. Et en fait, là où c'est agréable, c'est que à chaque fois que j'ai eu ça, ça a duré entre 2 et 4 jours. Et en fait, je me sens descendre. Donc on se sent un petit peu déprimé. Et je l'imagine vraiment comme une sinusoïde où je vais taper le fond à un moment. Et je sais que j'ai tapé le fond parce qu'en fait, malgré moi, il y a des choses autour qui se mettent en place et qui font que les choses redeviennent belles soudainement. Ça peut être simplement le sourire d'une personne dans la rue ou qui commence à réveiller sur les petits plaisirs de la vie. Ça peut être simplement un bâtiment, ça peut être des nouvelles interactions qui se créent. Toutes ces choses en fait auxquelles on prête plus trop attention et qui en fait dans ces moments-là reprennent tout leur sens. Donc ça c'est une des premières choses, c'est accepter et en profiter pour se découvrir. Et ensuite, malgré tout, réussir à créer des interactions. Ce que j'ai fait pour ça, c'est ne pas prendre des hôtels ou des logements seuls, donc des logements complets. Quand je suis vraiment en manque d'interaction humaine, je vais en auberge de jeunesse, 1 ou 2 nuits, en général pas plus parce que c'est bon, j'ai ma dose au bout de 2 nuits. Et sinon, un bon compromis, c'est en prenant des logements chez l'habitant. Donc c'est en fait une forme de colocation où on a notre espace intime et où on va pouvoir interagir avec des personnes. Et avec ces personnes et avec les personnes qui vont venir au logement. Et souvent, on se retrouve invité à gauche et à droite à avoir des interactions. Donc ça, c'est un des moyens. Une autre chose, c'est d'utiliser des sites comme Meetup Ouais, qui permettent de rencontrer, d'aller à des talks, pour ne pas citer les Human Talks. ouais. Non, mais oui, c'est vrai qu'il y a énormément de communautés en fait qui sont dessus. Moi, j'avais rencontré des communautés au Népal qui étaient sur Meetup, de développeurs, et puis j'avais participé aussi à un startup week-end au Cambodge. Et en fait, je m'étais quand même rendu compte que si jamais vous allez en Asie, ils utilisent beaucoup Facebook, moins Meetup en fait à l'époque quand j'y étais. Donc il y a beaucoup de groupes en fait de développeurs qui sont sur Facebook. Donc ça peut être aussi un moyen de les contacter. Et c'est vrai que j'avais eu des réponses pour chaque groupe que j'avais contacté, j'avais eu des réponses en fait et je les avais rencontrés et c'était vraiment très sympa quoi. Ouais. Et il y a une question que je me posais, c'est de cette expérience, enfin, qu'est-ce que tu as appris en fait? Tu parlais un petit peu de là à l'instant de ce que ça t'avait appris sur toi en fait de te retrouver seule dans certains moments. Est-ce que tu en retires autre chose en fait? Alors j'en retire beaucoup de choses qui sont pas identifiées. Les quelques petites choses que j'ai pu ficeler un peu plus et catégoriser en quelque sorte, c'est notamment une ouverture un peu sur les perspectives de vie. C'est aussi de retirer pas mal de peurs, parce que je pense qu'une des peurs que j'avais avant, c'était de me retrouver un peu sans domicile fixe. Je me suis dit, c'est toujours important d'avoir un domicile, c'est toujours important de savoir quoi manger, voilà, de toujours être rassuré en fait par rapport au confort du quotidien. Et ça m'a pas mal retiré ces craintes-là. Aujourd'hui, je suis un peu plus à challenger les modes de vie et à m'apercevoir que le monde qu'on s'est créé avec les quotidiens qu'on estime un peu confortables, qui souvent sont ennuyeux, et les interactions aussi qui sont déplaisantes, en fait tout ça c'est pas obligatoire. C'est vraiment un monde qu'on s'est créé et ça va bien au-delà.
enfin, les possibilités vont bien au-delà souvent de ce qu'on s'imagine. On se bride beaucoup. On se bride énormément dans notre quotidien, dans nos possibilités, dans nos pensées. Et les gens autour de nous nous accompagnent beaucoup aussi à nous rassurer dans le fait, dans nos bridages, à nous les faire passer pour des réalités. Et c'est vrai qu'on pourrait rajouter peut-être qu'on a la chance en tant que développeur de pouvoir aussi travailler de cette façon. Enfin, on a la chance d'avoir un métier que l'on peut exercer avec simplement un ordinateur et Internet. Donc en fait, les possibilités sont assez énormes, c'est-à-dire que on peut se créer son mode à soi en fait, ce qui nous convient mieux. On a cette chance-là de pouvoir le faire. Donc il serait peut-être dommage de s'en priver. Ça serait dommage de s'en priver et je pense que ça va un peu au-delà de ça, c'est aussi une responsabilité et c'est une des choses que je voudrais aborder sur le terme digital nomade. C'est une responsabilité dans le sens où on est un des métiers qui est un peu avant-gardiste. On est sur un métier où on est plus demandé qu'on a besoin de Mhm. chercher de boulot, où on est abusivement bien payé, où on peut choisir notre confort de travail. Donc en fait, on rechallenge toute la notion de travail, de labeur qui a pu exister et que notre société propose, où un métier c'est quelque chose qui est précieux. Là, on a le luxe et le confort de pouvoir challenger tout ça. Donc il y a une responsabilité aussi qui va avec ça. Et une des choses dont je t'avais un peu parlé en off, c'est que je voudrais aborder, c'est effectivement cette notion de digital nomade, le terme bien anglophone, qui en fait embarque beaucoup de rêves, beaucoup d'illusions et qui derrière est extrêmement sali parce que c'est une notion en fait quand on imagine le digital nomade, il suffit de taper digital nomade et d'aller sur un moteur de recherche et d'aller voir les images. On a souvent des gens qui sont à la plage ou qui se pavanent dans les bois. Le mec peau blanche, informaticien, qui gagne 4 000 $ par mois, 6 000, 10 000 $ par mois, et peut vivre dans des hôtels 5 étoiles, et va venir conquérir les espaces. Du coup, ce luxe en fait qui devient salissant et polluant pour l'environnement et au niveau déplacement et au niveau mode de vie et au niveau local puisqu'on va consommer en fait, on devient extrêmement consommateur, on arrive avec un pouvoir d'achat fort. Bah, du coup il y a toute cette notion là, c'est aussi le fait de créer une communauté qui devient en fait un mouvement qui me semble aussi pas très très simple puisque normalement c'est quand même une recherche et un mouvement qui est un peu individuel. Là, on se retrouve sur quelque chose qui est un modèle à suivre. Un peu comme un truc à la mode. Bah, et un truc à la mode, et un truc avec des règles. En fait, voilà, je suis digital nomade. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que tu m'appelles, parce que on te dit que je suis digital nomade. Alors je l'accepte, parce que effectivement, je peux pas dire, bah non, ça colle pas. Mais ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop de coller cette étiquette. Ouais. Alors tu dirais quoi? Ben, ça pourrait être un travailleur itinérant, ça peut être un travailleur sans domicile fixe, ça peut être en recherche de mode alternatif de vie, et encore j'aime pas trop le terme alternatif, mais en recherche de mode de vie. Ouais. Et ça me décollerait en fait de cette image parce que je travaille pas à la plage, j'arrive pas à voir mon écran quand je travaille à la plage. T'es pas sous un palmier en train de travailler avec ton ordinateur, les pieds dans le sable? Bah non, j'essaye de préserver ma batterie et en fait je peux pas travailler dans la piscine non plus parce que j'ai peur de mettre de l'eau sur mon ordinateur. Donc voilà, non, je travaille depuis ma chambre dans le Airbnb ou depuis des cafés éventuellement, mais enfin c'est un peu bizarre quand on me dit digital nomade parce que du coup ça embarque un petit peu tous ces trucs-là. C'est un petit peu la désillusion quand j'en parle à certains et pourtant pour moi ça me rassure en fait de pas tomber dans ce travers. Ce qui m'a beaucoup fait réfléchir en fait, c'est au début où j'ai découvert le terme digital nomade. Donc ça devait être en 2015 à peu près. Bah, il y avait une personne qui avait écrit un article qui s'appelait Digital Nomad Bullshit, Mhm. où il avait passé 4 mois à essayer de travailler et il avait reproduit ce qu'il avait vu sur les différents médias et il expliquait pourquoi c'était juste du gros n'importe quoi et c'était pas possible de travailler dans ce mode-là. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a écrit, ça m'a vraiment beaucoup parlé parce que j'ai trouvé qu'il avait raison.
Et en même temps, c'est pas du tout l'expérience que j'en avais. Et du coup, je me suis interrogé sur pourquoi moi, dans mon cas, ça me semblait sain, et dans ce qu'il avait expérimenté, il avait raison de casser le truc. Puis il explique que depuis une plage, ça marche pas, depuis la piscine, ça marche pas, et que les hôtels 5 étoiles, ça coûte très cher. Oui, c'est pas réaliste, peut-être pour certaines personnes, mais... Ben ouais, Et puis t'as la contrainte des fois d'internet. Je sais pas si ça t'est arrivé, mais en voyageant, t'es pas forcément toujours sûr d'avoir une bonne connexion. c'est pas toujours sûr. Après, effectivement, il y a quand même des moyens un peu de pallier à ça, garantir un minimum d'internet. C'est déjà en étant dans des Airbnb bien vérifiés avant qu'il y ait l'internet qui fonctionne de manière décente. Quand on a un abonnement français, ben on a le luxe d'avoir des abonnements qui sont ridicules au niveau du prix et qui ont beaucoup de data qui est valable à l'étranger, en Europe, dom-tom, et souvent aussi au Canada et aux États-Unis. Et quand on reste un peu longtemps, on achète une carte locale avec de la data pour que ça marche aussi. On prend un téléphone à double SIM ou alors un deuxième téléphone. Et puis souvent, si l'internet il est trop lent au Airbnb, au logement, et que ça va pas, ben on repère toujours des solutions de secours, soit un espace de coworking ou des petits cafés à gauche et à droite, en faisant attention au bruit. Et puis ben, il existe des plateformes pour trouver des endroits d'où travailler avec d'autres travailleurs itinérants. On avait monté un peu Néomade, justement pour essayer de d'aider les gens à trouver des endroits où bosser, donc où nous-mêmes quand on voyage, on répertorie un petit peu les différents endroits. Et puis il y a d'autres plateformes aussi qui recensent un peu des lieux comme ça. Donc tu me disais tout à l'heure que bon, cette année, tu as un peu ralenti le rythme, tu bouges un peu moins. Ouais, je bouge beaucoup moins. Donc j'étais sur un rythme de 3 semaines à 3 mois. Maintenant, je reste beaucoup plus en France déjà. Parfois 1 mois ou 2 mois d'affilée en France, en bougeant un peu parfois dans le pays ou à l'extérieur, et en levant le pied vraiment sur les voyages. Bon, je dis ça, et dans 10 jours, je repars 1 mois aux États-Unis et au Canada, mais bon, c'est plus du tout le même rythme. Je reste vraiment beaucoup dans le sud de la France pour le confort, pour aussi essayer de réfléchir différemment. Une des choses, en fait, je suis pas très stressé par les voyages, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup, mais qu'on soit stressé ou pas, c'est quelque chose qui est stressant pour le corps. C'est stressant pour le corps de faire face à de la nouveauté. C'est stressant pour le corps d'être dans un aéroport, dans un avion, où on perd une partie de l'oxygène, où l'air est particulièrement sec, de changer, comme tu le disais tout à l'heure, de changer en fait d'environnement constamment. Du coup, c'est toutes des choses en fait qui font appel aux ressources, qui font pas mal appel aux ressources, donc que j'essaye aussi de ménager et d'être un peu plus disponible à des heures convenables, d'être aussi disponible pour aller pour aller rencontrer des clients, pour aller rencontrer des prospects, pour aller rencontrer des utilisateurs qui souvent sont en France. Après là, quand je vais aux États-Unis, bah c'est aussi pour rencontrer des utilisateurs là-bas. Mais ouais, ça me donne autre chose, sans être complètement sédentaire non plus. Et puis, ça me permet aussi de réfléchir à, encore d'autres modes de vie qui pourraient m'intéresser. Et donc, est-ce que ça veut dire que là, tu recherches encore ton mode de vie? Comment tu te projettes dans les 5 prochaines années? Mais toujours un peu de voyage. Je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant de prendre un tout petit terrain, de pouvoir faire pousser des trucs et poser un pseudo-logement éphémère léger sur ce terrain qui soit une forme de base. Et puis bourlinguer. Et dernier mot peut-être, est-ce que tu as des conseils à des personnes qui auraient envie de se lancer, d'être travailleurs itinérants et de découvrir d'autres pays? Enfin, ça serait un peu chacun avec son rythme, celui qui lui convient et qui est en accord avec aussi avec les gens autour de lui, avec ses clients, son boulot ou son non-boulot. Donc de faire ça vraiment en accord avec tout ce qu'il y a autour, de pas juste rêver à le faire, mais d'oser le faire, même si c'est un peu, même si c'est des week-ends prolongés, si c'est une semaine, d'expérimenter le truc. Une des choses qui est quand même ultra positive, alors que je pensais que ça allait pas être le cas, c'est par rapport aux amis, où en fait je vois beaucoup plus les amis, et de manière beaucoup plus vraie. C'est-à-dire qu'au lieu d'être justement sur une routine, je vais les voir, je vais les retrouver. Et parfois on s'appelle ou on s'envoie un message sur Signal, et
Et on se dit, bah tiens, t'es où? Ah bah si tu veux, tu peux à tel moment, je suis dispo, t'as qu'à passer. Donc c'est de profiter en fait de créer ces opportunités-là pour peut-être travailler à distance si on se donne pas trop les moyens, si on se donne pas trop l'occasion, c'est d'aller rendre visite à des amis qui peuvent être un peu loin et de le faire sur une période un peu prolongée, de travailler de là-bas, aller voir de la famille aussi qui peut être loin. Oser prendre des week-ends prolongés, de travailler de là ou des semaines. Et puis un des trucs qui pour moi sauve un peu la vie, c'est d'avoir 2 cartes bleues. J'en parlais un peu tout à l'heure. Oui, bah oui, toujours. Et est-ce que c'est une Visa et une Mastercard? Parce qu'en général, c'est conseillé. Ouais, j'ai une Visa et une Mastercard, une crédit Ouais. et une débit, 2 banques différentes avec 2 fins de validité différentes que je stocke à 2 endroits dans 2 sacs différents. Une autre recommandation par rapport aux cartes bleues, c'est de trouver un moyen d'avoir une carte de luxe, genre une Gold ou une Platinum ou une Black ou ce que vous voulez, mais avoir les 2 cartes en fait, les avoir en gamme un peu au-dessus, notamment pour les assurances, parce que comme on voyage beaucoup, la moindre assurance voiture ou le voyage qui foire ou quoi, il y a les assurances qui sont comprises quand on paye avec cette carte. Il y a le rapatriement, il y a aussi en cas d'annulation de voyage, en cas de retard avec la SNCF, 4 heures de retard, on a tous les frais qui peuvent être derrière, logement, etc., qui sont pris en compte. Du coup, ouais, il y a énormément d'assurances incluses en fait. Et donc on va finir sur ces recommandations sur les cartes bancaires. Merci encore à Vincent pour son témoignage et sa vision du mouvement digital nomade. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir en discuter sur notre blog.humancoders.com et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.